des mots que nous apprenons à apprivoiser, des réalités qu'on découvre avant de les comprendre. Pour notre invité du jour, l'autisme a d'abord été une révélation intime, celle d'un parcours inattendu. Puis ce mot est devenu une mission, une cause, un moteur. Aujourd'hui, je reçois une femme engagée, une mère avant tout qui a choisi de transformer son expérience personnelle en engagement collectif. Face au manque de structures adaptées, d'ignorance et d'indifférence avec son association, ils ont fondé le centre Sésame, un centre d'accompagnement et d'éducation pour enfants autistes. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de parler d'autisme, mais de faire entendre ce que cela veut dire quotidiennement dans notre société et dans nos familles. Aujourd'hui, nous allons parler du regard que la société porte ou ne porte pas sur les enfants neuroatypiques et parler de solutions concrètes, d'actions concrètes à mener pour aider à comprendre au mieux et nous espérons trouver des solutions. Bienvenue dans Perspective. Comme vous le voyez, nous avons encore changé de décor. Aujourd'hui, nous sommes reçus par notre partenaire IQ Corp, des studios dédiés au podcast ou à tous vos projets de photos et de vidéos. Ici, vous trouverez des matériels et un professionnalisme sans nom vraiment nécessaire à vos projets. Pour tous vos besoins, appelez le numéro qui s'affiche tout en bas. Bonjour Aminata. Bonjour. Ça va bien? Ça va, alhamdoulilah. Je suis très heureuse de vous recevoir dans notre podcast. C'est vrai que ça fait quelques semaines que je vous avais écrit déjà parce que moi, j'ai été personnellement touchée par tout ce que vous faites sur votre page TikTok. D'ailleurs, le page s'appelle Autisme, voilà. Selon Madame Coco. Voilà, l'autisme selon Madame Coco, que moi j'ai beaucoup apprécié et je me suis dit ce serait intéressant quand même de faire la lumière sur ce qu'est réellement l'autisme, pardon. Donc, avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter pour notre public, pour toute personne qui ne vous connaîtrait pas? D'accord. Déjà, avant de commencer, je vous remercie, vous particulièrement, d'avoir été intéressé par nos postes. Et merci à l'équipe. Je me nomme Madame Koita Aminata Bourlaï Kamara. J'ai effectivement une fille autiste de 11 ans maintenant. Et voilà. D'accord. Et avant même d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous dire déjà ce qu'est réellement l'autisme? L'autisme, pour commencer, ce n'est pas une maladie, c'est un handicap. Parce qu'une maladie, ça se guérit, ça se traite et puis ça se guérit. Mais contrairement à l'autisme, on apprend à vivre avec l'autisme. Et voilà, et ils ont classé l'autisme dans le cadre des troubles neurodéveloppementaux. Voilà, et certains autistes ont des troubles de comportement et il y a beaucoup de qualifications. Et l'autisme, ce n'est pas aussi, on ne peut pas qualifier une seule personne ou il n'y a pas une seule manière, il y a une seule façon d'être autiste. Voilà. Ça diffère d'une personne à une autre et il y a des différents degrés d'autisme selon les personnes. Voilà. Ok. Différents degrés d'autisme selon les personnes et bon, ça dépend vraiment des personnes. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs types d'autisme, voilà. D'accord. Parce qu'il y a des autistes verbaux, déjà il y a des autistes non verbaux aussi. Okay. Il y en a qui parlent, il y en a qui ne parlent pas. D'accord. Et ils ont différentes manières de se comporter. Et par ailleurs, ils ont également des points communs. Voilà, ce qui permet aux médecins de donner un diagnostic ou bien de qualifier une personne d'autiste ou pas. D'accord. Voilà. Et vous, quelle a été votre rencontre avec l'autisme? Vous dites que vous avez une fille de 11 ans qui est autiste. Oui, ma fille, elle est née, elle n'avait aucun signe de l'autisme à sa naissance. Elle est née comme tous les autres enfants, elle parlait. Et bien qu'elle a eu quelques problèmes avant de marcher, elle a commencé à marcher à l'âge de 1 an, 6 mois. Elle a eu un retard. Et comme d'habitude, il y a des enfants même qui marchent avant 1 an. Donc, contrairement à ma fille, elle a commencé à ramper à l'âge de 1 an. Donc, à 1 an, 6 mois, elle a commencé à marcher. Elle avait quelques problèmes de marche. Donc, quand elle voulait marcher d'1 mètre, elle pouvait tomber 2 fois, 3 fois avant de faire 1 mètre. J'ai dû faire des rééducations au Sénahom. Et jusqu'à ce que sa marche, je vais dire, qu'elle marche correctement.
Et après cette étape, j'ai vu quand elle a commencé à ramper également, on dirait qu'il y avait quelque chose qui tapait derrière sa tête. Donc, elle hochait un peu sa tête et ça lui faisait mal. C'est là où je l'ai amenée chez le pédiatre. Et lui, il nous a donné un diagnostic à faire, quelques analyses qui ont démontré qu'elle avait un début d'épilepsie. Du coup, le pédiatre nous a mis sous un traitement que je devais faire pendant 2 ans. Et juste après l'arrêt de ce traitement, et c'est là où a commencé l'autisme. Et c'est là où on a commencé les démarches également. Comme je n'étais pas informée, je ne connaissais pas du tout l'autisme. Quand j'ai quitté chez le pédiatre, lui, il m'a dit qu'il a beaucoup de traits autistiques, donc je devais aller en ce sens, faire plus de diagnostic pour savoir si réellement mon enfant est autiste. C'est à travers cette démarche également que quand j'ai quitté chez le pédiatre, je suis venue exposer le problème vers son papa, qui m'avait dit que lui, il avait déjà des soupçons par rapport à ça, parce que lui, il était bien informé. Il connaissait l'autisme et puis il connaissait des personnes autistes autour de lui et ailleurs. D'accord. Il est vraiment bien cultivé par rapport à ça. Donc il m'a fait asseoir, il m'a expliqué ce que c'est que l'autisme. Vraiment, lui, il ne sait pas par où commencer au Mali parce qu'il n'a jamais vu quelqu'un qui disait « moi, j'ai un fils autiste » ou bien Oui. « j'ai un enfant autiste », donc je devais partir de zéro. C'est là où j'ai commencé à me battre. Donc déjà, les écoles dites normales, comment on appelle, les centres éducatifs, voilà, n'acceptaient déjà pas mon enfant. Il y avait un jardin qu'elle fréquentait, elle parlait, elle disait tout. C'est à l'âge de 3 ans, elle a tout arrêté. Elle a arrêté de parler, elle a arrêté de se comporter comme un enfant normal. Donc, c'est là où mon combat a commencé. Et je me suis posé plein de questions. Il y a son jardin qui insistait à le garder. Moi, à la garder, je lui ai dit non. Je suis sûre que celle-là, ça ne va rien lui servir d'être parmi les autres enfants. Elle ne va que souffrir là-bas. J'ai besoin d'une prise en charge voilà, spéciale. spéciale. Donc, je me suis rendue à l'évidence dès le début. C'est là où il y a sa tante qui était directrice d'un jardin. Elle m'a dit, les autres peuvent la refuser, mais moi, pas. Donc, déjà, si tu pouvais... vous allez m'excuser. À chaque fois que j'arrive là, je fonds. Voilà. C'est difficile. Du coup, voilà, un peu. Donc, sa tante l'a accepté. Donc, c'est là-bas aussi que j'ai eu une personne qui me disait le même cas était avec un voisin. Donc, ce dernier est allé voir un orthophoniste et je lui ai dit, tu pouvais me donner l'adresse de l'orthophoniste. La personne m'a dit, malheureusement, je ne sais où, mais c'est vers Calaban. Okay. Donc, un beau matin, j'ai quitté. Je suis partie. Donc, voilà un peu. Et il y a un parent, comme je l'ai dit, qui a vu ma fille et puis elle a dit, moi j'ai un voisin qui avait un enfant comme ça, elle a parlé avec un orthophoniste. J'ai dit, j'ai besoin de l'adresse. La personne me dit, malheureusement, c'est à Calaban, mais je ne sais pas où. Donc j'ai décidé un beau jour, je me suis levée et dès le matin, depuis 7 heures, déjà j'étais sur la route. J'ai pris la route de Calaban, je demandais gauche à droite. Vous n'avez aucune idée oui, sans même connaître. La personne ne m'a pas dit un orthophoniste en fait. Elle a dit, il y a un monsieur qui fait des séances comme ça et il fait parler des enfants. Okay. Moi, c'est après cette recherche que j'ai eu à connaître ce que c'est qu'un orthophoniste. Voilà. Sinon, ce jour, quand je partais chercher qui était cet homme, je ne savais pas, je ne connaissais même pas comment on appelle, l'existence d'un orthophoniste. Je suis partie comme ça depuis 7 heures. J'ai demandé, je cherche un monsieur qui fait parler les enfants. Personne ne connaissait en fait ce que c'est qu'un orthophoniste. Et les gens n'étaient pas du tout au courant de l'existence du monsieur. Donc, j'ai dû faire depuis 7 heures à 18 heures, j'étais fatiguée avec ma fille. Wow. Donc, au retour, maintenant, je vois comme par hasard, j'étais avec un ami qui m'accompagnait. Le petit a aimé Bintou. Le petit m'a aimé d'un amour, je ne sais quoi. Depuis que je n'étais pas mariée, je suis mariée. Il venait passer toute la journée chez moi et malheureusement, il est décédé d'un accident. Et qu'il repose en paix. J'étais ce jour, c'est lui qui m'a accompagnée depuis 7 heures jusqu'à 18 heures. J'étais avec lui, il était collé à Bintou, Bintou était collé à lui. Donc, quand on retournait,
j'ai vu, c'est lui qui m'a montré la plaque. Il m'a dit, ah, Ami, je vois sur la plaque des séances de rééducation, truc. Je vois un numéro. J'ai dit, on appelle ça, on n'a rien à perdre. Donc, on a appelé le numéro. J'ai expliqué le truc. Ça tombait sur un centre à Bakodjigoroni. D'accord. Ils m'ont dit que voilà, c'est l'orthophoniste Demba Traoré. Ils m'ont envoyé son numéro. Ils m'ont demandé de venir chercher le numéro. Tellement que j'étais obsédée par ça, je n'ai même pas demandé à m'envoyer le numéro. J'ai fait le retour, je suis partie chez eux, ils m'ont donné le numéro. Directement? Oui, je suis revenue. J'ai appelé le monsieur, il m'a dit, je suis à Kati. Je viens juste de rentrer, mais tellement que votre histoire m'a émue, je retourne tout de suite prendre votre enfant. Donc, il est revenu, il a vu ma fille, et c'est ce jour où il a pris en charge ma fille, et on a commencé les séances d'orthophonie. Ma fille a prononcé ses premiers mots avec lui. Après un an d'orthophonie. Et à cette époque, Bintou, elle avait quel âge? Bintou avait 3-4 ans. Elle était entre 3 et 4 ans. D'accord. Donc, elle a recommencé à dire des mots. Voilà, des mots. Elle a duré à dire des mots. Elle peut juste dire bol, dit, non, tout, juste des mots. Elle a tardé à faire des phrases, mais au fil des temps, et Bintou a pu faire des phrases maintenant. Elle parle 3 langues, le bambara, le français et l'anglais. Bintou parle bien. Wow. Et quand vous avez su que, quand le diagnostic est tombé, hein, qu'elle elle est autiste, quel a été votre ressenti tout de suite? Bon, Dieu merci, je ne savais même pas ce que c'est que. Je n'étais pas au courant. En fait, Bintou n'a pas perdu les mots avec moi. Elle parlait quand elle partait en vacances chez mes parents. C'est mon papa qui m'a appelé père à son âme. Il m'a dit, mais toi, tu as un enfant malade, mais tu ne nous as pas informé. J'ai dit, mon enfant n'est pas malade. Il m'a demandé de venir voir mon enfant et je suis venue trouver Bintou méconnaissable. Wow. Je suis venue la trouver. Elle pouvait passer 72 heures, elle ne dormait pas. Carrément. Oui. Et puis en criant, en courant partout. Elle avait perdu les mots. Et quand ses besoins venaient, elle le faisait comme ça, comme un animal. Elle n'avait aucun, comment on appelle, elle n'était pas elle, quoi. Oui. Elle était complètement celle que je ne connaissais pas. Donc, c'est là où je l'ai pris et je l'ai amenée chez le pédiatre. Et donc, quand on m'a dit que c'était un autiste, voilà, quand on te dit que ton enfant est autiste, quand tu ne connais pas l'autisme, tu ne sais pas ce que c'est. Donc, moi, Dieu merci, Dieu m'a donné, je ne sais pas, ce courage. Je me suis dit, comme elle n'était pas comme ça veut dire qu'elle va devenir ce qu'elle était. C'est ce qui a été ma motivation. Je me suis dit, comme elle n'est pas née comme ça veut dire qu'elle va redevenir en elle. Et j'ai foncé sans regarder de gauche à droite, j'ai foncé. À chaque fois qu'on me dit, va là-bas, j'y vais là-bas. Oui. Même les tradithérapeutes, parce qu'au début, on passe tout par là. On passe tous par là. On nous dit ce qu'on a dit, c'est des trucs comme ça, malheureusement. Vu que le Mali n'est pas avancé par rapport à toutes ces informations sur l'autisme. Donc, on ne connaît pas l'autisme au Mali. Donc, c'est par rapport à ça qu'on fonce sur ces... voilà. On n'a pas d'autre choix au début. Voilà. Donc, après tous ces traitements, je ne voyais pas d'amélioration. Donc, je me suis rendue à l'évidence encore. Je faisais les deux. Le jour même où j'ai décidé d'arrêter tous comment on appelle, ces soins traditionnels sur ma fille, ces jours-là, mes parents m'ont dit, non, toi, tu es vraiment, tu n'as pas la notion de ça. Ce n'est pas les médicaments, comme on appelle chez le médecin, qu'on peut traiter ça. Ce n'est pas ça. J'ai dit, OK. Mais moi, j'ai assez fait de l'autre côté. Donc, je vais essayer de l'autre côté aussi. On me disait, surtout avec le coût élevé des prises en charge au Mali, on me disait que j'allais vraiment gâter mon argent pour rien. Mais quand Bintou a commencé à dire les 1 mot, 2 mots, c'est mon papa même qui m'a dit, ah, Amine, je pense que tu es sur la bonne voie, franchement. Nous, on t'a dit du n'importe quoi, mais je pense que même là encore, ils n'ont pas lâché. Ils continuent à me donner des médicaments. Lui-même, il continue à donner des 500 000 par là, des 600 000, des 800 000. Il m'a amené ça, il faut faire boire ça à Bintou, et elle va revenir en elle va parler, voilà. Tout le temps, c'était comme ça, mais moi, j'ai foncé sur les prises en charge modernes, donc c'est ce qui a donné les résultats qui est là. Moi, j'ai l'impression que c'est même l'ignorance autour de l'autisme. Effectivement, c'est ça. Même pas envie de dire la maladie, parce que vous venez de dire que ce n'est pas une maladie.
c'est l'ignorance qu'il y a autour de ça qui rend les choses encore plus difficiles, Compliqué. et pour les enfants et pour les parents Ah, d'autistes. oui. Oui. Parce qu'on ne sait pas vers où se tourner. Mais oui. Donc, les gens, comme vous l'avez dit, Oui, ou bien, voilà, ou Mhm. bien, il y a des stéréotypes, en fait, c'est ça, qui font que c'est difficile, finalement. On ne sait pas vers où se tourner. effectivement. Euh, Et puis, la plupart des enfants autistes sont des premiers enfants. ah oui? Oui, la plupart des enfants autistes sont des premiers enfants. Au moins 80, je n'ai pas la statistique normale, mais exactement ce qu'on peut dire sur les chiffres. Mais moi-même, je dis plus de 80% sont les premiers enfants. C'est ma première fille, c'est mon premier enfant. Et au centre, là, il y a au moins peut-être 2 enfants qui ne sont pas les premiers enfants. Sinon, le reste, sur D'accord. 25, tous les premiers enfants. Et c'est plus les garçons que les filles aussi. D'accord. Maintenant, est-ce que l'autisme peut être détecté avant? Par exemple, pour Pendant la grossesse, oui, pendant la non, grossesse. non, non, non. Jusqu'à preuve du contraire, on ne peut pas détecter l'autisme pendant la grossesse. C'est sûrement les cas de trisomie, Oui, d'IMC qu'on oui. peut détecter pendant la grossesse, mais pas l'autisme. L'autisme se déclare, on confirme l'autisme à l'âge de 3 ans. À l'âge de 3 ans? Oui. Ça veut dire qu'au-delà, si l'enfant n'est pas déclaré Même si autiste, l'enfant est très autistique, même les médecins se gardent de déclarer l'enfant autiste si ce n'est pas à l'âge de 3 ans. d'accord. Maintenant, ça veut dire que si l'enfant dépasse les 3 ans, bon, il n'y a plus forcément moyen de dire qu'il est autiste Qu'il est ou autiste. qu'il peut l'être, Oui, en fait. même les médecins te demandent d'attendre, à moins que les traits autistiques soient vraiment convaincants ou bien soient visibles, quoi. D'accord, Sinon, ils se gardent de confirmer avant 3 ans. d'accord. Et quand vous avez compris que votre fille est autiste et que bon, l'entourage aussi l'a remarqué, quelle a été la réaction de l'entourage et de la société de manière générale? Bon, l'entourage était vraiment étonné parce que Bintou fait partie des rares cas de l'autisme qui viennent après. Bintou n'avait aucun signe d'un handicap, quel que soit l'handicap. Elle n'avait aucun signe de tout ça. Elle est venue, elle était très bien portante. Et dans le quartier, moi-même, je ne voyais pas Bintou si je n'allais pas la chercher. À chaque fois, c'est les jeunes du quartier, les familles, les voisinages qui venaient chercher Bintou. Ils adoraient Bintou, elle est claire, elle est belle, voilà, ils viennent la Elle chercher. est vraiment belle. Elle passait pratiquement la journée chez les gens. Voilà, et moi aussi, je sors trop, donc je me fichais complètement. En sortant, j'allais donner Bintou et prenez Bintou. Vous aviez Je une reviens. garderie à la Oui, maison, oui, oui. je reviens tout de suite. Les parents étaient tellement étonnés que cette dame-là, elle se fiche complètement. J'ai dit, vous n'allez rien faire de mal à Bintou, je reviens. J'ai laissé ses pots de lait et tout. Je revenais. Donc, quand les gens s'en sont rendus compte, il y a même une fille, elle est partie en France, elle était tellement étonnée d'apprendre que Bintou est devenue autiste à son absence. C'est elle qui gardait bien Bintou. D'accord. Elle était très étonnée. Jusqu'à elle m'a appelée pour me demander, mais qu'est-ce qui est arrivé à Bintou? J'ai dit, je ne sais pas. C'est venu comme ça. Renseigne-toi en France. L'autisme est bien connu là-bas. Elle dit oui. Mais je pensais que les enfants naissaient avec l'autisme. J'ai dit non, ce n'est pas dans tous les cas. Je me suis bien renseignée. Donc, c'est venu comme ça. Le regard de l'entourage n'a pas été négatif parce que les gens prennent votre enfant comme vous les prenez. J'ai toujours été fière d'elle et je suis toujours sortie avec elle. Je ne l'ai pas cachée. Et là où ses frères vont, je vais avec elle. Et voilà. Donc, je n'ai pas eu trop de complications par rapport à ça ou à ce que les gens disent. Bon, je vais dire que j'étais vraiment bien armée. Dieu m'a bien armée pour ça. Et même quand quelqu'un disait quelque chose, j'avais une nièce chez moi que j'ai fait venir pour Bintou spécialement, mais elle s'est mariée. Elle était fâchée souvent quand elle entendait quelque chose, surtout venant des autres enfants qui étaient innocents. Il y a certains enfants qui disaient, voilà, elle est malade, il faut faire attention, elle est malade. Quand C'est ils les voyaient enfants. Bintou faire comment on appelle, des grimaces, ou bien avec son hyperactivité, certains couraient, voilà. Mais quand elle entendait ça, ma nièce, là, elle était vexée. C'est moi-même qui la soulageais. Je disais, Bintou a une différence, il faut vivre avec ça. Donc, quand les autres en parlent, c'est à toi de les sensibiliser. C'est parce que ces enfants sont innocents. Ils ne savent pas ce que c'est que l'autisme. Les parents même sont
et ils ne savent pas ce que c'est que l'autisme. À plus forte raison, les enfants, il ne faut pas les en vouloir. C'est moi-même qui l'a conseillé, mais c'est arrivé 1 ou 2 fois comme ça. Mais j'ai un voisin qui m'a dit un jour que ma fille, c'est Demsenfa, comment je vais le dire? Et la folie des enfants a été atteinte par la folie des enfants devant moi. Hein. Lui-même, il ne savait peut-être pas qu'il disait quelque chose de mal, mais juste là, je n'ai pas oublié ça. Sinon, non, côté voisinage ou parents, tout le monde m'a soutenu. Mais ça, ma belle famille, mes parents, tout le monde. Je peux même dire qu'ils en faisaient trop. Jusqu'à j'étais énervée souvent, j'ai dit non, laissez-moi, Bintou ne va nulle part. Une fois même, je leur ai dit, si jamais quelqu'un va à mon insu avec mon enfant quelque part et qu'il lui arrive quelque chose, je vais enfermer la personne. Tellement qu'ils en faisaient trop. Oui. Mon entourage, de mon vous entourage, soutenir. ma belle famille, ma belle maman a déboursé pas mal d'argent pour ça. Je n'ose même pas. Même récemment, ils ont fait arriver un médicament traditionnel de sang, là, parce que mes beaux-parents sont de ça. Beaucoup d'argent. Que de laver Bintou avec ça. J'ai dit, ils ne vont pas finir avec leur argent, là. Donc, comme vous, ils ne sont peut-être pas encore rendus à l'évidence. Oui, c'est ça. Même s'ils se rendent à l'évidence, ils ne lâchent pas. C'est ça la question. Ils disent que chaque fois, quand quelqu'un les rassure que ça va guérir l'enfant, ils vont le faire. Ce sont des grands-parents, donc c'est tout à fait normal. Et voilà. Sinon, ces côtés-là, non, je n'ai rien à reprocher à qui que ce soit. Et de ce que vous savez sur l'autisme, est-ce qu'il y a des facteurs de risque pour ça? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent favoriser? Oui, ils disent que c'est les infections qui produisent beaucoup, je ne sais pas, qui sont plus causées, comment on appelle, qui causent plus l'autisme. Je ne saurais l'expliquer clairement parce que je ne suis pas médecin, je n'ai pas évolué dans un cadre médical. Mais ils disent que les infections, ils sont pour beaucoup dans l'autisme. Et voilà, les mariages, comment on va dire, les trucs de nerfs aussi, les problèmes de nerfs. Il y a par exemple des facteurs qui sont sources de l'autisme, c'est-à-dire, par exemple, j'ai parlé de l'épilepsie. Voilà, ça peut être une cause, parce que la majeure partie des enfants autistes sont épileptiques, ils font des crises, voilà. Et également, les premiers enfants sont autistes, je l'ai dit. Donc, il faudra déjà faire attention quand son enfant vient, s'il vient tôt, c'est-à-dire les prématurés. Voilà. Et puis, les enfants dont l'accouchement a été difficile. Voilà, tout ça est source ça peut amener beaucoup de problèmes. Voilà, c'est ça. D'accord. Et c'est quoi le plus difficile dans le quotidien avec un enfant autiste? C'est l'acceptation. Il faudra accepter d'abord que son enfant est vraiment autiste. D'accord. C'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont dans le déni. Et ce qui fait qu'ils sont vraiment déroutés par rapport aux enfants. Ils vont nulle part ils vont partout et nulle part. Par exemple, pour convaincre un parent d'enlever son enfant de l'école ordinaire vers un centre spécialisé, c'est très, très compliqué au Mali. C'est très compliqué parce que tout parent se comprend. Tous les parents veulent voir leur enfant comme les autres. Oui. Voilà. À chaque fois qu'on va te dire que quelqu'un qui est né à la même année que Bintou, et elle a eu, par exemple, la 6e année ou bien elle a eu la 5e année, tu vas immédiatement penser à ton enfant. Te dire, si mon enfant était vraiment normal, il allait être à ce même niveau. Moi, heureusement, je ne pense jamais à ça parce que je me suis déjà mise en tête que mon enfant est spécial, il n'est pas comme les autres enfants. Donc, c'est l'acceptation qui est le plus difficile, qui est plus difficile pour les parents. Tu vas trouver une famille, c'est-à-dire le mari et sa femme. La femme est d'accord, mais le mari est complètement dans le déni. Et là, ils ne vont pas faire un bon chemin parce que tant que le mari n'accepte pas, la femme ne pourra pas aller au bout de la prise en charge de l'enfant. Le mari ne va pas accepter. Ça va même amener en fait des problèmes dans le couple. Des problèmes dans le couple. Oui, ça c'est évident. Les problèmes dans le couple avec l'autisme, là, c'est vraiment clair. Il y a eu des divorces, beaucoup de cas de divorce pour l'autisme. J'en connais pas mal. Il y a beaucoup de femmes qui m'appellent. Ils ont été divorcés parce qu'ils ont eu des enfants autistes. Ou bien aussi, quand tu as un enfant autiste comme moi, par exemple, tu abandonnes toute ta carrière professionnelle. Oui, parce que
Moi, par exemple, quand j'avais eu des contrats, je travaillais même. Donc, quand j'avais des contrats par-ci, par-là, j'ai dû abandonner parce que je devais accompagner ma fille au golf alors que je suis à Mayambourg. Donc, j'étais obligée, quand les offres que j'ai eues, la rentrée, c'était à 7h15. Et s'il faut aller déposer ma fille, c'était à 6h. Et c'est une fille, je ne vais pas la laisser avec le gardien. Du coup, j'ai arrêté voilà, de chercher du boulot. Je me suis consacrée à ma fille. Le matin, je vais la déposer. Le soir, je vais la récupérer. Des fois, je passais la journée avec eux au centre et je la ramenais à la maison. Donc, avec ça, je n'ai pas pu travailler. Du coup, quand tu as un enfant autiste, tu es appelé à abandonner. Soit, c'est surtout la femme. Tu es appelé à abandonner voilà, ta vocation. Et c'est malheureux. C'est-à-dire que c'est quand même difficile parce que, ok, tu as un enfant autiste, pour mieux t'occuper de l'enfant, tu dois arrêter de travailler. Et on sait que la prise en charge de elle est l'autre compliquée. Côté, voilà, il faut et avoir c'est cher quelque chose surtout. Et Oui. déjà, si le mari n'est pas d'accord, où est-ce que ça va aller? Ça ne va aller nulle part vu que toi, tu as arrêté de travailler. Oui. Celui qui doit te soutenir n'est pas d'accord que son enfant soit autiste. Il va te pousser à aller vers l'autre école, l'école ordinaire. L'enfant ne va pas trouver sa place là-bas et finalement, ils vont la renvoyer. Ils vont renvoyer l'enfant. On a beaucoup de cas comme ça et l'enfant va rester à la maison et voilà, c'est du gâchis. Avec aucune prise en charge, ça devient comme vous envoyez beaucoup, peut-être dans la ville, on va les traiter de fous, alors que c'est vraiment, il y a des vrais autistes qui n'ont juste pas été pris en charge. Qui parlent comme ça, qui n'ont juste pas été pris en charge. Ce ne sont pas des fous. Il y a beaucoup d'autistes qui ont été laissés à eux comme ça. Et dans le contexte malien, avec toute l'ignorance qu'il y a autour de la chose, quelle a été votre plus grande difficulté? Ma plus grande difficulté, c'est la sensibilisation. C'est de sensibiliser beaucoup de monde autour de moi, ailleurs, que l'autisme existe vraiment. Que ce n'est ni le sort de quelqu'un, ni des djinns, ni quoi que ce soit. Que vraiment l'autisme existe bel et bien et au Mali. Voilà, ça a été, c'est juste là, c'est la plus grande difficulté qu'on a. Et ça fait combien de temps, enfin, ça fait, votre fille a 11 ans, mais je crois que ça fait, elle a été déclarée à l'âge de 3 ans, c'est ça? Oui. Donc ça fait 8 ans. 8 ans. Et ça fait 8 ans que vous sensibilisez sur le sujet? Oui, parce que la sensibilisation, ça commence en famille. Hein. Ça commence en famille. Je me suis battue corps et âme pour montrer à mes parents d'abord que Bintou était un autiste, que personne ne lui a jeté un sort, qu'il n'y a pas de djinn derrière elle. Voilà. La sensibilisation a commencé en famille. Mais pas avec mon mari, c'est lui qui m'a fait connaître l'autisme. Oui. Mais en famille, en belle famille, la sensibilisation a commencé par là. Il y a beaucoup, dans le quartier, dans le carré, voilà. C'est là où je me suis battue d'abord. Et maintenant, même là, ils n'étaient pas convaincus jusqu'à ce que je commence les vidéos sur TikTok. Les gens se sont dit, ah bon? Oui, parce que ça porte si elle ose vidéos. Parler ça publiquement, ça veut dire que ce qu'elle dit est vrai. Et certains sont partis me voir pour plus d'explications. Et j'ai toujours le temps pour expliquer quand il s'agit de l'autisme. Même si moi, je ne bénéficie pas, les gens qui vont venir après moi en bénéficieront. Verront que, voilà, peut-être grâce à une dame qui a eu un enfant autiste, on a pu, voilà, peut-être, pourquoi pas, un centre public pour les enfants autistes. Maintenant, on a un centre public pour les enfants autistes. Les parents n'ont pas aussi de difficultés de savoir vers où se diriger. C'est ce qui me motive. Voilà. Donc, la sensibilisation, ça a commencé en famille. D'accord. Et le centre, on va en parler, hein. Le centre Sésame, oui. De votre association, il existe depuis combien de temps? Le centre Sésame n'existe qu'il y a que seulement 1 an. C'est notre première année scolaire. On n'a même pas fini. On ferme le 19 juillet. Inch'Allah, le 19 juillet 2025. D'accord. Et pourquoi ça a pris autant de temps? Faute de moyens. D'abord, je vais commencer par comment j'ai adhéré à l'association. C'est avec ces vidéos. Le président de l'association m'a contacté. J'ai vu qu'on a les mêmes objectifs. Et pourquoi ne pas
me joindre à eux. Oui. J'ai vu qu'ils ont travaillé dans l'homme pendant plusieurs années sans se faire entendre. Et ce sont des gens qui ont des enfants plus âgés que le mien. Voilà, c'est ça. Mais ils n'ont pas pu se faire entendre. Donc, si je pouvais leur servir de voix, pourquoi pas? J'ai adhéré à l'association, et qui est une très bonne association qui s'est vraiment battue et connue dedans. Maintenant, quand j'ai adhéré à l'association, je leur ai demandé, on s'est fixé des objectifs. Ils m'ont montré un projet convaincant, le projet de construction d'un centre pour les enfants autistes. Et voilà. Donc, j'ai vu le projet, j'ai dit, avant qu'on ait, ils ont commencé le truc parce qu'il y a quelqu'un qui voulait les aider. Il y a des chaises, des tables pour commencer un centre. La personne avait même versé un montant de 1 million et quelques pour qu'il puisse commencer le centre dans location. Mais D'accord. la personne a payé une année pour qu'il puisse commencer, mais ils n'ont pas trouvé de personnel pour pouvoir démarrer le centre. Parce qu'il Et faut une l'argent est formation parti comme spécifique ça. pour Oui, accompagner les enfants. exactement. Et l'argent est parti comme ça. Ils n'ont pas pu faire. Après le paiement d'un an de Wow. location, ils ont dû rompre le contrat avec le bailleur. Et donc, je me suis dit, pourquoi ne pas commencer par là? Donc, avec mes vidéos, il y a également des parents qui sont des enfants autistes qui sont maliens, qui sont installés au Canada, en France, qui ont commencé à m'appeler, à me dire, ah, voilà, vraiment, je vous soutiens et tout. Donc, quand ils m'ont demandé, qu'est-ce que vous voulez au Mali? Parce que c'est vraiment triste de savoir que ces enfants ne sont pas mis en valeur là-bas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai dit un centre pour les enfants autistes, uniquement pour les enfants autistes. Ils n'ont pas hésité à nous aider. Ils nous ont demandé de quoi vous avez besoin. J'ai dit un local. Ils ont dit à combien ça va. J'ai dit on va aller chercher le local. Donc, on est parti chercher le local. On a trouvé un endroit qui coûte 300 000 francs par mois. Ils nous ont dit, est-ce que si on avance tout ça, est-ce que vous pourrez continuer avec le paiement? J'ai dit, si tu ne te mets pas dedans, tu ne peux pas savoir tout ça. Donc, je fonce. Ils ont dit, OK. Donc, ils nous ont donné de l'argent. On est parti payer la maison avec 2 mois de caution. Et on a mis en place des trucs dont on a besoin. J'ai pu joindre quelques professionnels, tout ce dont on a besoin pour être dans un centre de rééducation pour les enfants autistes. J'ai rejoint ces personnes-là et Dieu merci, ils ne nous ont pas compliqué la tâche, certains professionnels. Et il y a le même Demba, l'orthophoniste là, qui nous a aidés en ce sens, avec beaucoup de conseils et de formations en ligne qu'on suit tout le temps. D'accord. Et voilà, on a pu mettre le centre en marche. Et avec les vidéos que je fais, les gens savent que beaucoup de parents sont convaincus que quand tu as un enfant autiste, toi, tu sais ce qu'il leur faut exactement. Donc, les parents aussi n'ont pas hésité à me joindre. On a dû refuser beaucoup de parents d'ailleurs. Sinon, Pourquoi? non, parce que mon objectif, c'est vraiment les enfants autistes. Les autres handicaps sont connus au Mali. Oui. Et ils ont beaucoup de chance par rapport à nous. Il y a l'Amaldem pour les IMC et les trisomies. Il y a aussi un centre ici à Faladier pour les trisomiques. Mais pour les enfants autistes, il n'y a aucun centre. Donc, je leur ai dit, ce centre, c'est uniquement pour les enfants autistes. On a dû refuser beaucoup de monde à l'ouverture. Mais heureusement, on est resté avec les enfants autistes. Et on voulait pour une première année ne pas dépasser 20, mais on est à 25. Voilà. Donc, avec tout le temps, les gens qui viennent, je les demande non. Après, on va voir. Finalement, on est arrivé à 25. Et j'ai fait pression sur les professionnels. Et puis, on a gardé les 25. C'est une première année qui a démarré, qui prend fin le 19 juillet. Et j'espère qu'il va... le centre va perdurer encore pendant longtemps. Parce que je l'espère vraiment. il n'y a aucun doute que le besoin existe dans notre contexte. Oui. Et est-ce que la formation ou l'accompagnement que vous donnez à ces enfants, est-ce que c'est cadré? Est-ce que c'est quelque chose qui vient de l'État? Comment ça se passe? On n'a aucune aide qui vient de l'État pour l'instant. Aucune aide? Aucune aide de l'État. Nous fonctionnons, on fonctionne avec nos propres efforts. À chaque fois qu'on veut s'arrêter, c'est à nos frais, c'est aux frais de l'association. Vous avez approché l'État? Oui. Le président de l'association a écrit à tous ces ministères. On a les preuves, même à la Fondation Orange, on n'a pas reçu de retour jusqu'à la date d'aujourd'hui. Moi, personnellement, j'ai écrit au mouvement Batuli et tout. Mais juste là, on n'a reçu aucune aide.
On reçoit tout le temps des aides des personnes de bonne volonté qui me suivent. Voilà. À chaque fois que je pose un cas, c'est des collectes qu'on fait pour résoudre ce cas. Et précisément pour le centre, alhamdoulilah, depuis qu'on est arrivé, à part pour bien s'installer, on avait besoin de trampoline, de balançoire. Le balançoire, c'est moi et la dame qui vient de m'accompagner. On a financé le balançoire. Trampoline, c'est le président de l'association qui nous a acheté ça. Et à chaque fois qu'on a un besoin, c'est à l'interne qu'on gère. Voilà. Tout est sur Tout fonds est sur propres. une forme Parce propre, que c'est oui. ça, exactement. Parce qu'on a nos enfants dedans. Mhm. Et on est 3 mamans dans le centre ayant des enfants autistes. On a tout arrêté. On n'est pas payé. On travaille bénévolement. Moi, je suis communicatrice de formation et l'autre est ingénieur Mhm. et géologue. L'autre est sage-femme. Et toutes ces dames travaillaient. Elles ont démissionné pour venir travailler gratuitement. Elles sont toutes véhiculées, qui Sirakoro, et l'autre qui Irimajo, et on est le centre est à Mayambou face au Canou. Elles n'ont aucune rémunération à la fin du mois. On se base sur les professionnels, on doit les payer, on doit continuer parce qu'on gagne dedans. Et nos enfants gagnent la prise en charge à 70 000 francs, contrairement aux autres endroits. Donc, c'est déjà bien. Ça reste quand même un coût, même si c'est moins cher C'est par un rapport coût aux autres. énorme. 70 000 par mois, c'est Oui, beaucoup. si tu ajoutes le prix des carburants que ces Oui. dames, et à la fin du mois, quand on n'arrive pas à rejoindre les deux bouts, ce sont ces 3 mamans qui cotisent encore. Encore. C'est ça. Et vous avez une idée des statistiques des enfants autistes au Mali? Ça augmente. Je n'ai aucune statistique par rapport à ça. Ok. Mais ça augmente, ça c'est sûr. Il y a beaucoup d'enfants qui sont déclarés autistes. Et récemment, j'ai fait une vidéo sur les téléphones. Parce qu'il y a J'ai une vu dame la qui m'a vidéo, appelée oui. voilà, pour me dire qu'elle est aux États-Unis. Il y a un médecin qui a dit que le téléphone est source de l'autisme. Moi, j'ai dit à la dame que ce n'est pas vrai. Mais après réflexion, j'ai dit, même si ce n'est pas la source de l'autisme, c'est la source du retard de langage de Oui. beaucoup d'enfants. Mhm. Les enfants sont laissés avec le téléphone du matin jusqu'au soir. Donc, c'est déjà une fermeture à l'accès à d'autres enfants qui peuvent parler, qui peuvent les apprendre à parler. Ils ne peuvent pas découvrir autre chose parce qu'ils ont tout dans le téléphone du matin au soir. Oui. J'ai fait une vidéo par rapport à ça. Même si ce n'est pas les enfants autistes, il y a beaucoup d'enfants et qui sont en retard de langage. Donc, c'est les mêmes orthophonistes qui interviennent. C'est le même centre qui intervient dans ce cas. Mhm. Donc, voilà, c'est une éclosion incroyable des enfants autistes qui est là. Et je pense qu'il y a même des vidéos dessus, hein, en Europe, aux États-Unis, effectivement, Oui. où on conseille aux parents de vraiment diminuer ou même L'écran. supprimer l'écran Oui, de la c'est vie ça. des enfants. Même les Pas médecins avant donnent 3 ans, parce que des conseils c'est... comme ça. Oui. Mais moi, je suis encore bloquée au niveau du fait que l'État, malheureusement, n'accompagne pas pour le moment, parce que j'espère sincèrement qu'ils vont voir cette vidéo et que d'autres personnes de bonne volonté, comme vous l'avez dit, vous avez sollicité le mouvement Ambicor de Batouli, qui verront cette vidéo et qui vous contacteront et aideront en fait à améliorer le quotidien des enfants et des parents Même d'enfants aujourd'hui, autistes. j'ai repris les démarches. J'étais au ministère ce matin, au ministère de la Santé ce matin. On m'a demandé de faire une lettre d'audience pour le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, pour leur dire que je ne lâche pas. Malgré les trucs, les sans retour, je recommence encore. En tant que maman, on ne perd jamais espoir. Et je l'ai dit, même si ça ne vient pas à mon temps, ça viendra au temps de mes petites soeurs. Ça, c'est sûr. Voilà. C'est tout ce que je une souhaite. chose est sûre, et c'est qu'il faut un centre spécialisé pour les diagnostics et les prises en charge des enfants autistes au Mali. C'est une nécessité, c'est plus qu'une nécessité. Voilà. Vous l'avez dit il y a pas longtemps que l'acceptation de l'autisme, ça peut être un gros défi. D'abord pour les parents et ensuite pour l'entourage, que ce soit la famille, etc. Est-ce que niveau inclusion ou implication dans la vie sociale, dans la vie de tous les jours, comment ça se présente en fait pour les enfants autistes? Non, aucune implication parce que les gens ne sont pas au courant de ce que c'est que l'autisme.
Donc, aucune implication, que ce soit au niveau de la famille. Personne ne s'occupe des enfants. On les laisse à eux. Même les parents, certains parents, c'est décevant, mais certains parents ont complètement abandonné. Les papas disent que voilà, je ne vais pas investir dans cet enfant et qu'est-ce qui va servir dans l'avenir, dans L'enfant n'a l'avenir. pas décidé à Voilà, c'est venir et ça. à être comme ça. Non, malheureusement, c'est comme ça. Il y en a même qui cherchent juste un endroit pour aller déposer leur enfant. Quand on leur demande que la prise en charge doit être continuelle pour avoir un bon résultat, ils viennent seulement déposer l'enfant au centre. Après le centre, l'enfant n'a aucune prise en charge à la maison, alors que ça doit être continué à la maison. Par exemple, quand tu veux faire arrêter la couche à un enfant, au centre, on arrive à enlever la couche. Arrivé à la maison, la maman met L'enfant couche. reprend. Et Donc, ça l'enfant ne reprend. va aller nulle part. Mhm. Au centre, l'enfant va apprendre à ne pas faire pipi au centre, mais arrivé à la maison, il va le faire. Les enfants autistes sont vraiment des enfants qui aiment les rituels. D'accord. Voilà, ils aiment l'habitude. Mhm. Quand tu les habitues à faire quelque chose, ça, c'est à vie. C'est comme ça. Donc, l'enfant va laisser la couche au centre, mais arrivé à la maison, il va reprendre ses vieilles habitudes parce que c'est ce qu'on lui a montré. Maintenant, quand on lui montre aussi que c'est quand l'enfant dure avec la couche, par exemple, et le message qui se passe dans sa tête en tant qu'autiste, c'est que c'est uniquement dans la couche qu'on doit faire pipi. Mhm. Uniquement dans la couche qu'on doit faire popo. Donc, quand tu ne lui fais pas porter la couche, il ne va même pas avoir envie de faire pipi. Oui. Oui, c'est extraordinaire. Hein. C'est comme ça. Il y a des mamans qui nous viennent, ils nous disent qu'il a fait 2 jours sans faire pipi ou bien sans faire popo. C'est parce que tu m'as dit que d'enlever la couche, je l'ai enlevé. Mais une fois que je lui ai remis la couche, il l'a fait. C'est comme ça, c'est le message qui est dans leur tête. Parce que c'est ce qu'on leur a fait croire. Donc, c'est vraiment compliqué. Sans les parents, c'est vraiment compliqué. Une Il implication faut totale vraiment des une parents implication aussi. totale des parents, de l'entourage et tout. Et c'est dans ce cadre même qu'on a prévu de faire une journée. Et au centre là-bas, on a demandé aux parents d'amener leurs frères et leurs sœurs. On va les apprendre comment traiter son frère autiste, sa sœur autiste. Non seulement les frères et les sœurs vont comprendre la différence, vivre avec la différence et comment se comporter face à la différence. Savoir que moi, je suis complet, mais mon frère ou ma soeur n'est pas complet, je dois le compléter. Voilà, c'est ce qu'on va apprendre aux enfants, c'est très important. Et ça va les impliquer aussi à sensibiliser les amis, les dire que voilà, mon petit frère ou ma petite soeur n'est pas complet. Elle n'est pas comme nous. Et donc, tu dois faire attention à ce que tu dis. Tu dois faire, voilà, c'est un peu ça, l'objectif. Et c'est très important. Si vous avez quand même 25 étudiants, c'est que 25 élèves, enfants, oui, pardon, oui. c'est que les enfants, les parents, pardon, commencent à comprendre. Oui. Et donc, ils vont pas hésiter Non, à impliquer les frères et sœurs ils n'ont pas le choix, dans en fait. l'accompagnement de On l'enfant. ne peut rien faire avec un enfant autiste à la maison, derrière soi. Donc, les parents n'ont pas le choix. Ils vont maintenant dans les centres spécialisés. Ils n'ont pas le choix, vu que les écoles normales nous refusent. N'accepte pas. Voilà. Et au fil du temps, même s'ils acceptent, l'enfant ne va pas avancer. Ils seront obligés de renvoyer l'enfant. Donc, ils n'ont pas... et la vie n'offre pas deux choix à ces parents-là, quoi. Donc, ils viennent toujours au centre et faire des prises en charge, même si ce n'est pas continuel. Ils viennent faire quelques séances d'orthophonie, d'éducation spéciale. Voilà. D'accord. Je voudrais un peu revenir en arrière. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a des autistes verbaux et des autistes non-verbaux. Maintenant, est-ce que quand un enfant est autiste non-verbaux avec des séances d'orthophonie, l'enfant peut commencer à parler ou comment ça se passe? Non, si l'enfant est non-verbal, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Pour que l'enfant puisse parler. Mais au début de l'autisme, on ne sait pas qui est non-verbal, qui est verbal. Donc, les séances d'orthophonie sont obligatoires, que l'enfant soit verbal ou pas. Parce qu'au fait, tout ne se limite pas à la parole. On peut bien communiquer sans parler. Voilà. C'est ce que l'orthophoniste apprend aux enfants dès le bas âge. L'enfant peut bien communiquer, que ce soit avec la parole ou pas. Surtout que ces enfants, leur éducation est basée sur la communication par image. Par exemple, en France, si, par exemple, au port de la toilette, on affiche les dessins pour montrer quand tu veux rentrer à la toilette,
tu dois porter la chaussure. Quand tu rentres, tu allumes, tu laves ta main, tu veux brosser tes dents. Si c'est pour faire pipi, tu enlèves la culotte, tu t'assois après, tu te nettoies. Voilà, tout ça, c'est avec les dessins, les images. On communique avec les enfants autistes à travers les images, même les programmes. Comme je vous l'ai dit, ce sont des vrais manipulateurs, mais ils comprennent vraiment, ils sont vraiment accros au rituel. En France, par exemple, ou bien dans les autres pays développés, même en classe, l'enfant autiste sait à quelle heure on doit manger, à quelle heure on doit s'amuser dans la cour, à quelle heure on doit travailler. Aujourd'hui, le programme du jour, l'enfant autiste connaît tout ça, mais c'est à travers les images. Le lundi, c'est que l'enfant autiste, dans les centres spécialisés en France, ce que doit faire, il l'a en tête. Donc, ce n'est pas compliqué de le mettre sur ce chemin. Ce n'est pas du tout compliqué. Il a déjà ça comme routine et il va doucement dedans. Il va facilement. Le matin, par exemple, si l'enfant autiste a un programme le matin, on doit travailler. Quand on vient, on dit bonjour, on doit saluer tout le monde. Le matin, il a déjà sa photo en haut. Pas le matin, ça c'est un programme annuel ou mensuel qu'on peut monter. Mais chaque enfant autiste a sa photo. Maintenant, le programme suivra en bas. Après, quand tu viens, tu dis bonjour à tout le monde, salutations, il y a une image qui met comme ça. D'accord. Quand l'enfant arrive, immédiatement, il donne sa main. Maintenant, après les salutations, on doit s'asseoir. Il y a ça dans le programme de l'enfant. Maintenant, l'enfant s'assoit, il doit travailler. Il travaille facilement. On lui montre comme ça. Oui, à chaque étape, ils enlèvent les premières images. Ils enlèvent. Ça veut dire que l'étape suivante, c'est ça. Immédiatement, il est dedans. Après le travail, à 9h45, quand il sonne comme ça, immédiatement, l'enfant regarde encore. Il connaît l'étape suivante. Donc, il va dans l'étape suivante de lui seul. En fait, c'est pas qu'ils ont un problème d'intelligence. Pas non, du tout. Ils sont très intelligents. C'est des enfants juste qu'ils ne fonctionnent pas comme nous autres. Exactement. Il leur faut des programmes adaptés. Donc, tout ça pour appuyer l'idée qu'ils peuvent bien communiquer sans parler. Donc, aux besoins aussi, quand ils ont besoin de quelque chose, ils ont différentes manières de montrer les besoins. Par exemple, quand un enfant peut montrer qu'il a envie d'aller aux toilettes, il peut venir t'attraper par la main, alors qu'il sait quoi faire dans la toilette. Le cas de ma fille, elle est autonome sur ce plan. Quand elle a envie de faire pipi, elle peut se débrouiller, elle peut enlever son caleçon, elle peut aller aux toilettes, se nettoyer. Mais le truc est qu'il faut toujours qu'elle te dise « Maman, pipi ». Il faudrait que je lui donne l'autorisation. Bintou, va à la toilette. Ah oui. Va faire pipi. Tu peux le faire seule. Et puis elle y va seule, elle le fait. Mais tout le temps, il faudra qu'elle te dise « Maman, pipi, maman, caca ». Il faudra vraiment qu'elle dise ça. Donc, c'est leur habitude. C'est comme ça. Donc, ça veut dire que dès qu'il y a une petite chose qui change dans cette habitude-là, tout le reste est chamboulé, en fait. Exactement. Ils sont hors d'eux. Ça peut les perturber, ça peut les mettre à faire des trucs qui ne sont pas habituels, ça peut les mettre à crier. Il y en a qui ne savent pas parler. Donc, pour dire que j'ai besoin de quelque chose, comme ils comprennent que c'est seulement comme ça, surtout au Mali, c'est seulement comme ça qu'on sait que j'ai quelque chose. Donc, ils crient, ils pleurent. Maintenant, la maman cherche à savoir ce qui se passe. C'est comme ça c'est l'habitude qui est là. C'est comme ça c'est ce message qui est dans leur tête. Pour qu'ils sachent que j'ai faim, il faut que je pleure. Oui. Donc l'enfant se met à pleurer parce qu'il n'a pas d'autre choix de se faire intéresser par les parents. La maman cherche maintenant à savoir ce que c'est, ce qu'il a, voilà. En gros, le fait que alors que s'il y avait les images, par oui. exemple, s'il y avait les images en famille, moi j'ai les images collées dans la toilette et tout pour guider Bintou. S'il y avait des images, quelque chose que l'enfant ne peut pas dire, il va juste montrer ça. S'il a faim, par exemple, et qu'il y a un enfant, la photo d'un enfant qui mange, il vient montrer ça, il dit maman. Non, et puis c'est tout. Oui. Même s'il ne dit pas maman, il prend ta main, il vient coller ça. Tu sais qu'il a faim. Oui. Voilà. Jusqu'à ce qu'il devienne autonome, petit à petit, c'est comme ça. D'accord. J'ai une question. À la télé, on voit beaucoup d'autistes dans les films. Je ne sais pas si vous avez regardé le film Good Doctor. Oui. Avec Sean Murphy, le docteur. Est-ce que c'est réel? Enfin, il y a des autistes qui peuvent être comme ça, ou ça, c'est juste dans les films? Parce qu'on voit que lui... Bon, c'est vrai que comme vous le dites, quand une de ses habitudes est chamboulée,
lui, ça va pas. Mm. Il est très carré dans C'est son ça. programme, dans ses habitudes. Maintenant, est-ce qu'il y a des autistes qui arrivent à réussir Mhm. dans la vie sociale, parce qu'il est quand même assez bien intégré, même si il est dans une société où on comprend bien la chose, à étudier, à faire des grandes choses. Est-ce que ça se passe réellement comme ça? Parce qu'on voit, il y a Sean Murphy, et dans la réalité, je crois qu'il y a Greta Thunberg, celle qui milite pour l'environnement, là. Oui. Et je pense qu'on parle même d'Elon Musk, qui est autiste aussi, mais qui ont un autre niveau d'autisme. Mais est-ce que ça, c'est Je comme peux ça? vous dire que ça existe bel et bien au Mali aussi. Ah oui. Oui, ça existe bel et bien. Il y a beaucoup d'autistes dans nos services. Les gens les qualifient de fous. Ils sont juste dans leur coin. Ils ne sont pas sociables. Je vous ai dit, il y a plusieurs formes d'autisme. On a beaucoup de grandes personnes comme ça, mais on les qualifie juste de quelqu'un qui est à Karsaouni, il est toujours dans son coin, il est hyper intelligent, il a des normes, il a des règles dans la vie qui gênent tout le monde parce qu'ils s'isolent, ils sont trop maniaques, ils aiment trop la propriété. C'est pas tous ceux qui sont comme ça, qui sont autistes, mais il y a des autistes dedans. Mais Et j'ai ils eu la sont conscients du fait confirmation. qu'ils sont autistes? Exactement. Et je vais taire le nom de l'entreprise. Il y a un grand autiste là-bas. Et c'est confirmé. Ce sont ses parents qui me l'ont dit. Il y a une dame aussi qui m'a appelée. Elle est dans une entreprise dans la CI 2000. Elle m'a raconté son histoire. Elle est autiste. Wow. Elle travaille dans une grande entreprise. Elle est chef d'entreprise. C'est une grande personne là-bas, mais elle est autiste. Elle m'a raconté C'est elle-même qui m'a appelé pour me raconter son histoire. Elle passe chaque 6 mois, elle va faire ses traitements ailleurs, elle revient. Elle continue son traitement. Elle est autiste. Elle n'a pas d'enfant d'abord, mais elle est autiste, elle est mariée, ici au Mali. Il y a de l'autre côté, dont j'ai dit je ne vais pas donner le nom de l'entreprise, c'est un monsieur. Et vous savez que les gens viennent à 7 heures pour travailler ou à 8 heures. Ce monsieur, il ne vient jamais. Quand il y a du monde, il vient le soir à 16 heures. Il travaille, ils ont tout fait, l'entreprise a tout fait, le monsieur n'a pas voulu. Parce qu'il ne veut pas travailler avec quand il y a le monde. Donc, il vient à 16 heures, bien 18 heures, il travaille. À 23 heures, il retourne chez lui. Mais il est comme ça, tellement qu'il travaille bien, sans reproche. Ils ont dû le laisser comme ça. Oui, ils sont parfaits dans ce qu'ils font. Est-ce que vous pensez que c'est l'autisme qu'ils ont cette intelligence exceptionnelle? C'est ça. OK. Les personnes autistes sont douées d'intelligence. D'accord. Voilà, elles sont bourrées d'intelligence, je vais dire. Moi, ma fille, par exemple, par exemple, on range les bols dans un endroit connu, les cuillères dans un endroit connu, tout ce qui est rangé où, Bintou sait où on range tout ça. Maintenant, quand tu prends le bol et que tu ne mets pas à sa place, Bintou est furieuse. Oui. Elle crie. Ils sont maniaques aussi. Parce que son frère a pris le bol et puis il l'a laissé ici. Bintou, elle crie. Et puis elle vient dire, maman, Mamoudou, bol. Je lui dis, Bintou va ranger. Elle prend, elle va mettre à sa place et puis elle a les élèves, vient faire comme si de rien n'était. Wow. Oui. C'est des personnes comme ça. Oui. Il y en a qui n'ont pas de problème de langage, et qui n'ont pas de troubles de comportement, qui font comme ça, qui les rend bizarres, mais qui sont autistes calmes. Ils ne sont pas sociables du tout. Il y a tous ces cas-là. Qu'on mette la lumière sur ces personnes-là, Oui, parce oui. que ça peut aider les parents, d'autres parents à comprendre, Ah, oui. et les gens à les accepter aussi, parce qu'ils ne sont pas comme nous. Maintenant, bon, par exemple, l'entreprise de monsieur, heureusement que l'entreprise a accepté. Parce Et qu'ils c'est ont le chef de l'entreprise qui l'a compris. Ah, voilà, tant C'est mieux. le chef de l'entreprise qui a Tant compris mieux. l'état du monsieur, parce qu'il a un enfant autiste. Ah. Voilà, c'est lui qui a C'est donc expliqué ça. le cas du monsieur aux autres pour l'accepter. Oui. Parce que Voilà. ça aide les gens à mieux les accepter, C'est à ça. comprendre comment les traiter et comment C'est exactement gérer ça. avec eux au quotidien. Voilà. Avant de passer, je vais dire aussi qu'on a des enfants autistes dans les écoles normaux, je vais dire normales, et ces enfants n'ont aucun trouble de comportement ou quoi que ce soit, mais juste des enfants autistes, ils sont bloqués sur une matière, par exemple, ils maîtrisent mieux le français, mais pas les calculs. Voilà, et quand ils sont déclarés autistes, les parents viennent vers nous, que l'enfant a un blocage.
on met un AVS, ce qu'on appelle en France les auxiliaires de vie, qui est, par exemple, l'enseignant est pour toute la classe, mais l'auxiliaire de vie est uniquement pour l'enfant autiste et à son crochet. Parce que comme souvent ils se perdent, ils ne sont pas concentrés, c'est tout le temps à l'AVS de lui dire non, suis les cours, regarde, tu as compris ça, tu n'as pas compris ça, et ça les aide à avancer. On a des cas comme ça dans le centre, on a mis des AVS, ils sont dans les écoles avec les autres enfants. Et puis, il y a récemment un AVS qui a accompagné un enfant qui n'était qu'avant-dernier ou dernier de sa classe. Mais après l'AVS, l'enfant est devenu premier de sa classe avec 9 de moyenne. Il avait juste besoin d'être suivi. Oui. L'enfant avait juste besoin d'être suivi. Et voilà, le coup est parti. D'accord. Et quel résultat aujourd'hui, ça fait seulement un an, comme vous l'avez dit, que le centre existe. Mais aujourd'hui, quel résultat vous avez pu observer auprès des enfants que vous accompagnez et auprès des parents de ces enfants-là aussi? Comme je vous l'avais dit, avant d'être dans le domaine, nous sommes d'abord parents. Donc, on a commencé à sensibiliser les parents qui viennent chez nous à propos de l'alimentation de ces enfants, parce qu'ils doivent avoir des alimentations vraiment équilibrées et qui peuvent les aider à surmonter l'autisme. Ah oui? Oui, parce que le sucre est dangereux pour un enfant autiste. Le sucre est dangereux pour tout le monde, mais on n'arrive pas à arrêter. Aussi, mais ça aggrave leur hyperactivité, en fait. Oui. Le sucre aggrave l'hyperactivité. Le gluten également, c'est-à-dire tout ce qui est farine de blé. Voilà, tout ce qui est pain, macaroni, qui est plein de gluten, c'est à éviter avec les enfants autistes. Nous avons la sage-femme qui est chez nous. Elle a son mari qui est nutritionniste. Elle est bien renseignée par rapport à l'alimentation de ses enfants. Donc, on accompagne les parents là en ce sens. Ça, c'est déjà un plus pour nous. Il y a également l'autre maman qui s'est formée dans les techniques sur l'autisme. Et elle est très bien formée, elle est bien renseignée sur l'autisme. Elle donne tout le temps des conseils aux parents à suivre. On accompagne et au centre et à la maison ces enfants. Et le résultat, on a, pour cette seule année, il y a 2 enfants qui sont venus chez nous, ne disaient aucun mot. Maintenant, il y a l'un qui dit bye bye, au revoir. Il y a l'autre là qui dit pas mal de mots. Et il y en a qui n'avaient pas le regard. Tu pouvais les appeler plus de 100 fois et ils ne réagissaient pas. Et beaucoup réagissent maintenant à leur nom. Et on les commissionne même. Oui, on a des jours comme ça, on les envoie quand certains préparent, les autres là, et apportent la part de chacun dans son bureau. On a des séances comme ça. Donc, ça les, comment on appelle? Sociabilise. Voilà, ça les sociabilise déjà. Ça, c'est beaucoup de résultats par rapport. Oui, Et puis, on avait un enfant qui se collait à quelqu'un. Il était insécure. À chaque fois qu'il venait, on le dépose, il se colle à quelqu'un. Et ça, c'est toute la journée. Maintenant, il ne pouvait pas s'asseoir dans une classe. Il y a même un grand professionnel qui sont passés, les parents sont passés avec l'enfant. Le professionnel a refusé l'enfant, que non, il n'est pas encore mûr pour arriver au centre. Mais nous, on l'a accueilli et aujourd'hui, il est dans la classe comme tous les autres. Il travaille. Est autonome. Oui, il est autonome en classe. Il a laissé les couches. Il y a pas mal d'enfants aussi qui ont laissé la couche à l'arrivée. Ils s'intéressent au jeu parce qu'il y a tout ça. Il y a certains enfants qui ne s'intéressent pas du tout au jeu, ces enfants autistes. On les appelle, ils ne répondent pas à l'appel, ils connaissent, mais on a l'impression qu'ils n'entendent même pas. Voilà, l'hyperactivité, tous nos enfants à l'ère d'aujourd'hui s'assoient en classe. De réels progrès, hein? Et c'est vraiment parce tout à qu'en votre famille, les parents courent derrière ces enfants. Wow. Oui, les parents courent derrière ces enfants. Moi, à un moment, je me battais avec Bintou pour qu'elle puisse s'asseoir. Au début, non, c'était incroyable. C'était pas du tout possible de faire asseoir Bintou. Toute la journée, elle le faisait parcourir par là, par-ci, par-là, par-ci, par-là. On sentait qu'elle est fatiguée, mais elle ne s'arrêtait pas. Donc, des fois, moi, je partais dormir. Son papa restait à la surveiller, la forçait à s'asseoir. À un moment donné, on est fatigué, on la laisse partir. Après, on reprend encore. Quand moi, je me réveillais, le papa partait dormir. On faisait ça pour faire asseoir Bintou et tout. Mais aujourd'hui, ce n'est qu'un mauvais souvenir. Et avec ces enfants aussi au centre, quand même, on arrive à les faire asseoir, à travailler. Ils sont intéressés par les jeux.
voilà, D'accord. ils obéissent. Ok. Et si vous aviez un message pour les parents d'enfants autistes, qu'est-ce que vous leur diriez? Wow. Je leur demande d'abord d'accepter ce que Dieu a décidé. Mhm. Je leur demande d'accepter ça et surtout, les deux parents, oui, mais la maman surtout. Je demande du courage et vraiment beaucoup d'implication de la part des deux parents, mais de la maman surtout. Parce que le papa est censé aller chercher de quoi manger, de chercher comment on va payer la prise en charge de l'enfant. L'implication du papa, oui. Donner des conseils à la maman, l'encourager pour les papas, oui. Les soutiens moraux, je veux dire les soutiens moraux sont vraiment nécessaires pour un parent qui a un enfant autiste, surtout une maman. Mhm. Nous avons souvent tendance à faire des dépressions parce que les dépressions, ce n'est pas que parce que son enfant est autiste, mais souvent on est fatigué. Oui. On est vraiment fatigué en tant que maman. Donc, il nous faut des soutiens, des conseils tout le temps. On a l'impression souvent de n'être que seul à avoir cet enfant. Voilà, malheureusement, il y a certains papas, certains pères qui se fichent complètement d'un enfant qui est comme ça. Donc, je leur demande déjà de nous soutenir en tant que mari. On ne fait pas un enfant seul. Voilà. Ça, c'est le message que je lance au papa et de nous soutenir. Et personne ne connaît demain. Beaucoup d'enfants autistes deviennent des hommes importants, deviennent quelqu'un qui peut travailler. Et on a déjà entamé ces projets au Mali, Dieu merci. On cherche il y en a qui ont comme vocation le foot, le centre d'intérêt d'un enfant autiste. Il faudra chercher à le savoir. Sans les prises en charge, ça c'est impossible. Je ne sais pas, à travers mes vidéos, vous avez dû voir Bintou en peinture. Oui. Parce que j'ai vu que Bintou adore le dessin. J'ai pris un prof de dessin qui vient tout le temps avec Bintou. Et bizarrement, on pousse Bintou à rentrer dans toutes les classes sauf dans la classe de dessin parce que c'est une passion pour elle. Quand le prof de dessin arrive, Bintou court vers lui parce qu'elle veut dessiner. C'est ça, c'est ce qu'elle veut. Et elle dessine très bien. Elle te dessine, elle met le foulard rouge, elle te dessine parfaitement, tu te reconnais dedans. Donc, quand j'ai vu ça en Bintou, j'ai dit, ça c'est son centre d'intérêt, il faudra travailler avec ça. Et Dieu pourra nous aider, ça pourra être sa profession. C'est comme ça. Donc, il y a de l'espoir pour ces enfants, mais à condition qu'on les prenne en charge. Donc, à chaque parent, leur implication est primordiale. Même à la maison, on peut aider son enfant autiste, mais ne jamais laisser cet enfant à lui seul. Ça ne mènera nulle part. Mais aider son enfant à la maison parce qu'on n'a pas les moyens et s'informer, continuer de s'informer sur l'autisme. Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il ne faut pas. Chercher des formations en ligne pour pouvoir accompagner son enfant autiste. Ne pas laisser tout aux professionnels. Vous cherchez les professionnels pour comment on appelle, la prise en charge précoce, oui. Mais la continuité doit se faire à la maison. Ne pas lâcher et vous aurez gain de cause de toutes les façons. Ceux qui ont l'objectif de parler, si l'enfant doit parler, va parler. Mais ceux qui ne peuvent pas parler, ça c'est un fait de Dieu. L'enfant peut communiquer autrement, comme je l'ai dit. Voilà. Il y a toujours de l'amélioration avec les prises en charge. Ce n'est jamais inutile, les prises en charge. Donc, c'est ça. D'accord. Et un message adressé aux autorités? Aux autorités, je pense qu'avec ce message, celui qui va regarder cette interview du début à la fin doit déjà savoir ce que je ressens en tant que maman. Il y a des messages qui ne sont pas... Il y a des messages qui viennent du cœur. Et je pense qu'ils ont déjà dû voir ça. Moi, peut-être, alhamdoulilah, j'ai pu arriver à ce stade parce que je vais remercier Dieu parce qu'il y avait les moyens. Et tout le monde m'a aidé. Et celui qui n'est pas aidé, C'est difficile. ce parent qui n'a aucun soutien, celui qui n'est pas compris dans la société, celui qui n'a aucun soutien, une mère qui a divorcé,
On a un cas dans le centre. Elle se grouille pour pouvoir payer la scolarité de son enfant. Moi, je fais des vidéos. Je prends les gens en inbox pour pouvoir avoir des scolarités, des parrainages pour ces enfants. J'ai minimum 4 enfants qui sont parrainés parce que je suis dans les inbox des gens qui peuvent nous aider. Des fois, je prends les moitiés. Je demande à quelqu'un si tu peux acheter, comment on appelle, prendre la moitié de la scolarité. Elle va se débrouiller pour payer l'autre. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de subvention. On n'a aucune aide de l'État. Et là où nous sommes, on peut aller. Nous pouvons aller. Mais jusqu'où? Chaque jour, je me couche, je me réveille avec ce souci. Jusqu'où on pourra aller comme ça? Alors j'interpelle l'État malien à faire un coucou aux enfants autistes du Mali. Et savoir que il y a des parents qui sont vraiment déçus. Des parents qui sont vraiment attristés de voir leur enfant comme ça, sans aucun soutien, à la longueur de la journée. De faire juste, je l'ai dit, soit subventionner tous les centres pour que ce soit accessible à toutes les personnes, à tous ces parents qui ont un enfant autiste. Ou faire un centre, je l'ai dit, là où on va trouver tout ce dont on a besoin pour la prise en charge de nos enfants. Même le diagnostic n'est pas disponible au Mali. Même savoir que son enfant est autiste, c'est compliqué au Mali. Donc j'interpelle vraiment l'État malien à jeter un coup d'œil à l'autisme, qui est aussi un handicap comme les autres. Tous les autres handicaps, on sait où se diriger maintenant au Mali. Mais l'autisme, on ne fait que tapoter de par-ci, par-là. On ne fait que, voilà, on va de nulle part. Oui, à la recherche d'orientation. Voilà, on n'a pas d'orientation. L'orientation, la seule orientation que les gens ont au Mali aujourd'hui, ce sont mes vidéos. Quand je fais des vidéos, les gens comprennent ceci, ils m'appellent, me disent, c'est comme si tu parlais de mon enfant. Ça, c'est pas, voilà, la vidéo, avant que ça n'arrive à une autre personne, ça va trouver que la personne a trop galéré. Et malheureusement, ce n'est que ça. Ça, c'est moi, mon apport par rapport à l'autisme. Et je voudrais voir le coup de l'autorité malienne. Voilà. J'espère qu'ils feront ce message et que sera fait ce qui doit être fait. Merci beaucoup pour vos éléments de réponse qui ont été remplis de messages, d'émotions aussi, j'ai envie de dire. On s'achemine peu à peu vers la fin de cet épisode. Mais on a quelques questions routines qu'on pose à tout le monde qui passe sur ce plateau. Et moi, je vais en ajouter une particulièrement aujourd'hui. Aujourd'hui, quelle est la chose dont vous êtes le plus fier? Je suis fière de moi en tant que maman. Quand je vois l'évolution de ma fille, je dis alhamdoulilah. Et c'est grâce à moi, je suis fière de dire ça. C'est grâce à moi, c'est grâce à son papa, mais c'est grâce à moi. Parce qu'à chaque fois, je tapais les portes, je venais lui dire, c'est là où il exécutait aussi. Il ne m'a jamais dit non pour un prix quelconque. Je le remercie sur ce plateau, mais je suis fière de moi. En tant que maman, j'ai vraiment accompagné ma fille en ce sens, en ce vrai sens du mot. Voilà, je suis fière de moi. Ça. Je pense que vous êtes une source d'inspiration, vraiment. Moi, je le pense très sincèrement. Deuxième question, quelle est votre habitude du quotidien qui contribue à faire de vous une meilleure personne? Ou si vous voulez, qui contribue à votre épanouissement? Ça, c'est de conseiller les autres mamans comme moi à se charger de courage. Ça, c'est mon quotidien. Quand une maman m'appelle au téléphone découragée ou en pleurs, j'ai toujours les mots pour apaiser. Et en fait, j'ai fait communication et ressources humaines. Donc, la psychologie, c'est mon domaine. Et je l'utilise pour calmer ces mamans qui sont en désolation. Ça, c'est mon quotidien. D'accord. Quelle est votre définition de la réussite?
pense que la réussite n'est autre que l'atteinte de l'objectif. Voilà, on se fixe un objectif et à l'atteinte de cet objectif, on a réussi. Je pense que c'est ça la réussite. Je me suis donné comme objectif ma fille ou rien. Au début de ce combat, je me suis dit, voilà, je vais commencer, je ne sais pas où ça va me mener, mais ma fille va sortir de là, elle va parler, elle va être autonome, elle va devenir une référence. Et Bintou est une référence, je le dis aujourd'hui. Parce qu'elle n'a pas tous les acquis. Non, elle n'a pas tous les acquis que je voulais, mais elle a beaucoup d'acquis que je voulais et que je pensais être impossible. Donc, voilà. Et je pense que j'ai réussi. D'une part. De l'autre côté, je continue aussi. Je suis sûre qu'avec, comment on appelle, la dévotion que j'ai, je vais réussir. Même aujourd'hui, en entamant la démarche vers les ministères, c'est ce que j'ai dit. J'ai une intuition, ça va sortir quelque chose dedans. Peut-être pas tout ce que je veux, mais quelque chose va sortir dedans. Et je pense que c'est ça ma force d'ailleurs. C'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Voilà. Et avec tout ce que vous savez aujourd'hui, votre bagage, votre vécu, vos expériences, si vous deviez changer quelque chose avec ce que vous savez aujourd'hui et qu'on revenait en arrière, si vous deviez changer quelque chose, qu'est-ce que ça serait? Si je dois changer de quelque chose de mon parcours? Oui, en fait, avec l'expérience que vous avez aujourd'hui, j'ai envie de dire même la maturité que vous avez aujourd'hui et que vous deviez changer quelque chose. C'est le regard de la société sur nos enfants qui sont différents. Okay. Oui. Si j'avais tout l'or du monde qui pouvait changer ça, je le ferais. Le regard des autres sur les enfants autistes dans les supermarchés, au marché, ailleurs, je donnerais tout pour changer ça. Merci beaucoup, Madame Koita. C'est tout pour cette interview. Merci. J'espère qu'on va vous rappeler et j'espère que vous aurez vraiment gain de cause pour le combat que vous menez au quotidien avec les autres mamans, avec le Sambre. Et ça, c'est vraiment tout, comme on dit, tout le malheur que je vous souhaite. J'espère que tout va bien. Merci beaucoup à vous. Voilà qui met fin à cet épisode. J'espère que ce sera d'utilité publique. Merci beaucoup à vous et à très vite pour une nouvelle vidéo.